sa serviette en attendant la prière, ma sœur Céline m'a dit avec un sourire de partir et de ne jamais revenir tandis que ma mère Monique ajoutait que Noël serait bien meilleur sans moi. Je n'ai pas supplié et je n'ai pas pleuré, j'ai simplement regardé leur visage et j'ai dit qu'ils n'auraient donc aucune objection à ce que je fasse ce que j'allais faire. À peine 5 minutes plus tard, chaque personne qui venait de nous jeter dehors était à genoux en me suppliant d'annuler mon geste. Tout a commencé par un appel à 15h47 un mardi alors que j'étais garée devant l'école primaire de Chloé en regardant les enfants sortir avec leurs cartables colorés. Mon téléphone a vibré avec un numéro inconnu et j'ai failli ne pas répondre mais une voix m'a annoncé que c'était l'hôpital de la Croix-Rousse et que mon mari Julien avait été victime d'un grave accident sur la route départementale. Je ne me souviens pas avoir conduit jusqu'à l'hôpital ni qui est allé chercher Chloé, la seule chose dont je me rappelle est ce couloir stérile et ce médecin en blouse bleue m'annonçant que l'homme avec qui je partageais ma vie depuis 11 ans était parti. L'enterrement a eu lieu 4 jours plus tard sous une pluie fine lyonnaise et toute la famille était là, mes parents, ma sœur Céline avec son mari Stéphane, les oncles et les cousins, tous vêtus de noir en s'essuyant les yeux avec des mouchoirs. Mais ce qui reste gravé dans ma mémoire c'est le moment où je suis sortie dans le couloir pour reprendre mon souffle pendant la réception et que j'ai entendu Céline chuchoter à notre mère que je ne serais jamais capable d'élever Chloé seule et qu'il fallait envisager que quelqu'un d'autre prenne l'enfant. Mon sang n'a fait qu'un tour et j'ai attendu que ma mère me défende mais Monique a simplement hoché la tête en disant qu'elles en discuteraient plus tard après m'avoir laissé faire mon deuil. Je me suis éloignée en silence en me disant qu'elles étaient juste inquiètes et que les sœurs disent parfois des choses qu'elles ne pensent pas. Au cimetière, mon père Bernard m'a prise à part avec sa main lourde sur mon épaule pour me dire que je devais être forte maintenant car Julien était mort et que les pleurs ne le ramèneraient pas, ajoutant que les gens ne respectent pas la faiblesse et que je devais me ressaisir. C'était tout ce que mon père avait à me dire le jour où j'enterrais mon mari mais je ne savais pas encore que ce n'était que le début du cauchemar. 3 mois après les obsèques, le versement de l'assurance vie est arrivé pour un montant de 2,1 millions d'euros car Julien avait souscrit un contrat prévoyant au moment de la naissance de Chloé par simple précaution. Je me souviens avoir levé les yeux au ciel à l'époque car nous n'avions que 25 ans et rien ne devait nous arriver mais le destin en a décidé autrement et je me retrouvais dans le bureau d'un notaire à signer des papiers en essayant de ne pas penser au prix de la vie de mon mari. Dès que l'argent est arrivé sur mon compte, tout a changé radicalement car Céline a commencé à m'appeler 2 fois par semaine avec une voix mielleuse que je ne lui connaissais pas tandis que ma mère nous invitait chaque dimanche en insistant sur le fait que la famille devait rester soudée. Même mon père qui ne m'avait pas parlé de son plein gré depuis mon mariage voulait soudainement prendre des nouvelles. Lors du 4e déjeuner dominical, Bernard s'est raclé la gorge en bout de table pour me suggérer de laisser Céline gérer mes finances sous prétexte qu'elle était douée avec l'argent alors que j'avais toujours été une créative. J'ai posé ma fourchette en le remerciant de son intérêt tout en précisant que je gérais très bien les choses seule ce qui a fait chuter la température de la pièce de 10 degrés instantanément. Céline est intervenue en disant qu'il s'inquiétait simplement parce que je n'avais jamais manipulé de telles sommes mais je l'ai coupé en expliquant que Julien avait déjà tout organisé avec un conseiller financier avant son accident. Après le repas, alors que je ramassais le manteau de ma fille, une main frêle a saisi mon poignet et c'était mamie Marcel, 90 ans mais l'esprit toujours aussi vif, qui m'a murmuré de faire attention car elle ne faisait confiance à personne dans cette pièce, pas même à sa propre fille Monique. Elle a glissé un papier plié dans ma paume en me disant qu'il y avait quelqu'un que je devais appeler absolument avant que Chloé n'arrive en courant et qu'elle ne s'éloigne. Une fois rentrée chez moi, j'ai découvert sur le papier un numéro de téléphone et 3 mots écrits d'une main tremblante me demandant d'appeler maître Marc Lefebvre. Je ne l'ai pas fait tout de suite en me disant que j'exagérais et que ma grand-mère était peut-être juste un peu paranoïaque avec l'âge. 6 mois ont passé et les appels de Céline sont devenus plus insistants en mentionnant que le magasin de bricolage de papa allait mal et que les factures médicales de maman s'accumulaient, insinuant qu'il était dur de garder autant d'argent pendant que la famille souffrait. Puis vint ce dîner où tout a basculé quand ma mère m'a appelé en pleurs en disant que mon père allait perdre son commerce de 30 ans et qu'il risquait de perdre leur maison. J'ai eu le cœur serré et j'ai proposé de leur prêter 50 000 € sans intérêt mais la voix de Bernard a tonné dans le haut-parleur en disant qu'il n'avait pas besoin de la charité de sa fille. Céline a alors repris d'une voix suave en expliquant qu'il serait plus simple que je signe quelques documents pour lui donner une procuration générale afin qu'elle gère les investissements pour toute la famille.
Mon mari m'avait toujours dit de ne jamais rien signer sans lire 2 fois et de ne jamais donner le contrôle de mon argent à la famille car c'est ainsi que les fortunes disparaissent, alors j'ai répondu que je devais y réfléchir. La douceur de Céline s'est brisée une seconde quand elle a demandé ce qu'il y avait à réfléchir entre membres d'une même famille, mais j'ai raccroché et j'ai fini par appeler le numéro que mamie Marcel m'avait donné. Le lendemain, j'ai trouvé Chloé en larmes sur son lit, le visage enfoui dans son oreiller, et après de longues minutes de tendresse, elle m'a avoué que ma mère Monique lui avait dit dans la salle de bain que Julien aurait dû rester en vie à ma place car lui savait s'occuper d'elle. La pièce s'est mise à tourner car ma propre mère venait de dire cela à ma fille de 10 ans. J'ai serré Chloé dans mes bras en lui jurant que c'était faux et que je l'aimerais toujours quoi qu'il arrive. Cette nuit-là, j'ai reçu un message d'un cousin éloigné me demandant s'il était vrai que je dilapidais l'argent de l'assurance au jeu car Céline l'avait mentionné sur le groupe Facebook de la famille. J'ai découvert une publication de ma sœur demandant de prier pour moi car je prenais de mauvaises décisions financières et que je refusais l'aide de mes proches, le tout suivi de dizaines de commentaires me prenant en pitié. Mes mains tremblaient quand je me suis rendue au bureau de maître Marc Lefebvre qui surplombait la ville et j'ai remarqué une photo de lui et Julien lors de leur remise de diplôme car ils étaient meilleurs amis. Marc m'a expliqué que Julien lui avait demandé de veiller sur nous s'il lui arrivait quelque chose et qu'il aurait dû me contacter plus tôt. Il m'a révélé que ma grand-mère l'avait appelé 3 semaines auparavant car elle avait découvert que Céline avait déjà contacté la compagnie d'assurance pour tenter de transférer les droits des bénéficiaires en prétendant agir au nom de la famille. Pire encore, un comptable avait découvert que le magasin de mon père n'était pas seulement en difficulté mais qu'il coulait à cause de mauvaise gestion et que Céline avait des dettes immobilières massives qu'elle ne pouvait plus rembourser. Il ne voulait pas m'aider, il voulait me dépouiller. Marc m'a conseillé de ne rien signer et m'a appris que ma grand-mère voulait modifier son testament en sa présence. Une semaine avant Noël, Céline est venue chez moi avec un dossier en exigeant que je signe pour le bien de la famille mais j'ai refusé catégoriquement. Elle a alors perdu son masque en me criant que je n'étais pas intelligente, que j'avais juste eu de la chance d'épouser Julien et que je n'étais qu'une veuve incapable. Chloé a tout entendu depuis le couloir et Céline est partie en me lançant un ultimatum pour le dîner de Noël en me disant de venir avec les papiers signés ou de ne pas venir du tout. Mon père m'a appelé 3 jours avant le réveillon pour m'ordonner d'être présente chez mamie Marcel à 19h et de signer les documents sous peine d'être reniée par la famille. J'ai compris que c'était ma mère qui était derrière cet appel et malgré la peur, j'ai décidé d'y aller après avoir découvert une enveloppe que ma grand-mère m'avait remise en secret en me disant de ne l'ouvrir que le soir du réveillon. Le soir du 24 décembre, je suis allée seule chez mamie Marcel en laissant Chloé chez une voisine pour la protéger et ma grand-mère m'a enfermée dans son bureau pour me donner une seconde enveloppe en m'expliquant qu'elle savait tout du complot de sa fille et de sa petite-fille grâce à une erreur de mail. Elle m'a dit qu'ils allaient essayer de m'humilier devant tout le monde pour me forcer à signer mais que je devais tenir bon et ouvrir l'enveloppe au bon moment car elle contenait la vérité et quelque chose qu'ils n'attendaient pas. À cet instant, je vous demande votre avis, que pensez-vous qu'il y avait dans cette enveloppe, le Nouveau Testament de la grand-mère, des preuves des dettes de Céline ou un secret de famille inattendu, dites-le moi en commentaire. De retour au salon, l'ambiance était pesante malgré les décorations de fête et les 15 parents présents qui me lançaient des regards de pitié. Au milieu du repas, Céline s'est levée pour faire une annonce théâtrale sur la situation difficile de la famille et sur son inquiétude concernant ma gestion de l'héritage de Julien. Elle m'a tendu le dossier devant tout le monde en me demandant si j'acceptais enfin l'aide de mes proches mais j'ai répondu fermement que je ne signerais rien. Mon père a explosé de colère en disant que je n'avais pas le droit de dire non à la famille après tout ce qu'ils avaient fait pour moi et ma mère a ajouté que j'avais toujours été égoïste. Bernard a frappé la table en criant que je gardais des millions alors que son commerce s'effondrait et Céline a ricané en disant que j'avais besoin d'un tuteur. Mon père m'a alors ordonné de sortir de la maison et de ne jamais revenir tandis que ma mère affirmait que Noël serait bien meilleur sans moi car je n'avais jamais été à ma place. C'est à ce moment que mamie Marcel s'est levée avec une autorité incroyable en ordonnant à tout le monde de se taire et de s'asseoir. Elle a révélé qu'elle avait lu leurs échanges de mails où ils me traitaient de proie facile et où ils planifiaient de me faire déclarer incapable pour s'emparer de mon argent. Maître Marc Lefebvre est alors entré dans la salle avec une sacoche contenant les preuves authentifiées de leur complot et des faux bruits de jeu qu'ils avaient fait courir sur moi. Les visages se sont décomposés quand Marc a lu à haute voix le plan de Céline pour manipuler toute la famille et isoler sa propre sœur seulement 2 semaines après la mort de mon mari.
Mais le coup de grâce est arrivé quand Marc a sorti le Nouveau Testament de Mamie Marcel stipulant qu'elle léguait sa propriété d'une valeur de 1,8 million d'euros à moi seule et qu'elle déshéritait Monique et Céline pour leur cruauté. Ma mère est tombée à genoux en pleurant et en me suppliant de lui pardonner tandis que Céline essayait de m'attraper le bras en disant qu'elle était désespérée à cause de ses dettes secrètes. J'ai regardé ces personnes qui m'avaient humiliée quelques minutes plus tôt et j'ai dit que je ne porterais pas plainte mais que je ne serais plus jamais leur victime. Je suis partie avec ma grand-mère et j'ai coupé les ponts avec eux pour protéger l'avenir de Chloé. Les mois suivants ont vu le magasin de mon père faire faillite et Céline perdre son travail et son mari qui ne supportait plus ses mensonges alors que de mon côté, j'ai accueilli Mamie Marcel dans mon appartement pour former une vraie famille basée sur l'amour et non sur l'argent. J'ai enfin trouvé la paix en comprenant que la force ne consiste pas à accepter les coups mais à savoir dire non pour protéger ceux que l'on aime et Julien serait fier de voir la femme que je suis devenue. Cette épreuve m'a appris que les liens du sang ne valent rien sans le respect et que parfois il faut perdre une famille toxique pour en construire une véritablement saine et heureuse. Cette histoire est un rappel puissant que la cupidité peut détruire les liens les plus sacrés et que la trahison vient souvent de ceux en qui nous avons le plus confiance. Il est fascinant de voir comment Adeline a su transformer sa vulnérabilité en une force inébranlable grâce au soutien de sa grand-mère qui représente ici la sagesse et la justice face à la noirceur de l'avidité humaine. Le contraste entre le silence complice des autres membres de la famille et le courage final de la protagoniste souligne l'importance de poser des limites claires même envers ses propres parents lorsque ceux-ci deviennent abusifs. La fin de cette histoire ne traite pas seulement de justice financière mais surtout de libération émotionnelle et du droit de choisir sa propre famille de cœur au-delà des obligations biologiques. Que pensez-vous de la décision de Mamie Marcel de déshériter sa propre fille pour protéger sa petite fille et auriez-vous eu le courage d'Adeline de confronter toute votre famille en plein